Bonjour Anatole Livry. Bonjour Daniel, comment allez-vous? Bonjour les spectateurs. Écoutez, ça va aussi bien que ça peut aller, alors que je suis en Roumanie et que finalement la guerre n'est pas très loin de chez moi. Justement, on va parler de ça aujourd'hui. Vous êtes russe, vous avez échappé au régime soviétique à l'époque. Maintenant, vous vivez en Europe de l'Ouest, en Suisse. Alors, quel regard vous portez en tant qu'intellectuel et en tant que russe sur ce conflit? Merci de cette question qui effectivement fait bouger le monde actuel. Bon, tout d'abord, avant d'affronter ce sujet, j'aimerais préciser ma position sur l'univers. C'est assez important, me semble-t-il, parce que quand on parle d'un sujet local, on est obligé de comprendre comment il se situe dans le monde moderne. Eh bien, je l'avais déjà plusieurs fois exprimé également en langue française, c'est que l'avenir pour l'humanité à condition qu'elle survive, je le vois ainsi, c'est l'Europe puissante, séparée en 4 entités étatiques selon leur ethnie. L'ethnie germanique, celte, latine, slave. Et naturellement avec certaines compositions. Dans l'ouvrage que vous avez publié, je le dis ouvertement et je précise peut-être de façon un peu complexe que naturellement ça ne se fera pas à l'échelle de notre génération, c'est que idéal pour ces ethnies serait progressivement revenir à leur religion ancestrale, celle du paganisme, longuement, si nécessaire, en passant par une forme de leur forme habituelle du christianisme. Voilà, donc idéal pour l'humanité, je dirais même la seule condition de survie de l'humanité pour moi, est que le fer de lance de cette humanité, qui est la civilisation européenne, civilisation blanche qui s'est réunie en Europe et qui a su avoir un florilège, eh bien, c'est cette longue forme vers une ségrégation par ethnie et la recherche de ses origines religieuses, donc mythiques, donc culturelles et donc physiques. Je dirais même, et ça j'ai déjà exposé plusieurs fois, que la chute des États-Unis ou de l'Amérique du Nord est, selon moi, est due au fait qu'à un certain moment, les ethnies venues de l'Europe, des caucasoïdes, des blancs, pour simplifier, sont commencés par se mélanger. Car, suivant moi, tant qu'il y avait, par exemple, les États-Unis d'Amérique, tant qu'il y avait les anglo-saxons d'un côté et les germaniques de l'autre côté, eh bien, ce fut une progression. C'était un monde indo-européen expatrié. Mais par la suite, il s'est commencé des mélanges des Européens à l'intérieur de ce continent, de nouveau monde, pour simplifier. Eh bien, pour moi, c'est là que je situe le premier départ de cette décadence que nous voyons actuellement aux États-Unis, qui est allé actuellement avec toutes les micro-communautés, cette folie furieuse qui mène le monde, puisque les États-Unis, grâce au fait que ces ethnies européennes ont su créer une superpuissance, elles le demeurent, et elles distillent précisément cette folie, et ces États-Unis d'Amérique, me semble-t-il, le premier pas vers cette déchéance, c'était le mélange à l'échelle nord-américaine, voilà, de ces ethnies. Voilà, je ferme
cette parenthèse, mais c'était quand même nécessaire pour le dire. Eh bien, maintenant, revenons à ce conflit Oui, d'Ukraine. actuel. Eh bien, finalement, n'allons pas plus loin de cette vision ethniciste de l'analyse. J'ai regardé que actuellement en Occident, personne ne fait une analyse correcte de ce qui se déroule dans ce monde slave où l'épicentre d'agitation se trouve actuellement dans un État qu'on appelle Ukraine, qui existe depuis 1991 et qui est, souvenons-nous, le plus grand État qui se situe en Europe. Naturellement, hors de Turquie, hors de la République fédérale de Russie, qui est aussi en Asie, naturellement, hors du Danemark avec sa Groenland, et naturellement hors de la France avec l'Amérique du Sud. Voilà. Pas sur le continent même, on va dire. Voilà. Donc, par son territoire, c'est un énorme pays sur l'échelle de l'Europe. Voilà, très important. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons quand même une analyse ridicule, laquelle perdure sur l'Ukraine, mais d'ailleurs sur l'ensemble du monde européen, qui perdure depuis des années. Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, quelle analyse nous voyons au début de cette guerre? Des Russes et des Biélorusses. Si vous lisez ce qu'ils proposaient en version originale, c'est on veut démilitariser et dénazifier l'Ukraine. C'est le slogan de cette guerre. Parce que, je continue leur logique, il y a des nazis en Ukraine. Donc, voilà, on lutte contre les nazis. Au même moment, si vous lisez ce qui déclare M. Volodymyr Zelensky en ukrainien, les Russes nous ont attaqués comme l'avait fait l'Allemagne hitlérienne. Donc voilà, vous-même, toi t'es nazi, non c'est toi-même qui es nazi. Oui, c'est ça. Quand même au niveau d'État qui sont au niveau de la guerre. En même temps, les Occidentaux, type un certain monsieur Macron, qui me semble-t-il est président de la République dite française, dit mais non, ils ne sont pas nazis en Ukraine. Voilà. Et par la suite, tout de suite, toutes les politiquement correctes francophones, mais la même chose en Amérique, en Scandinavie, en Allemagne, etc. Naturellement, les Ukrainiens ne sont pas des nazis, comme on dit. Et en même temps, dans le cadre francophone, quand on voit un juif tel que Zemmour, on le dit, mais les mêmes en fait, ils lui disent, mais c'est autour de toi que se situent ces salles nazies, etc., etc. Bien que j'ai pas mal d'amis qui sont français et belges, en fait, francophones, qui cherchent à faire la guerre actuellement du côté ukrainien, eh bien, je le déconseille, naturellement, c'est quand même côté pratique de notre entretien. Personnellement, je déconseille aux Occidentaux de s'engager dans cette guerre. Voilà. Vous êtes le chair à canon de grands... vous serez le chair à canon d'autres projets qui vont au-delà de votre existence. Eh bien, il y a quand même un problème psychique des élites dans notre monde, que ce soit du côté occidental, Europe centrale et Europe orientale, jusqu'à Vladivostok ou jusqu'à Khabarovsk. Il faudrait quand même, comme je l'ai dit d'ailleurs dans mon article, le dernier article parisien publié par Pierre Cassene, finir enfin avec la Seconde Guerre mondiale. Toutes les passions sont ridicules, toutes les lois mémorielles héritées par la République française de l'Union soviétique et par la suite qui se sont projetées là-bas,
puisque par la suite, les lois Fabius-Guessot, etc., furent exportées, notamment en République fédérale de Russie, et le passé en 2015, me semble-t-il, oui. Et quand la personne qui le fait passer à la Douma, elle fait ouvertement référence à M. Fabius, voilà, président du Conseil constitutionnel. Tout cela, il faut vraiment l'expliquer, mais cette idée qu'on peut réécrire l'histoire maintenant, je veux dire, intégrer l'histoire dans notre politique, le faire vibrer, le faire verser le son de dizaines de milliers de personnes, c'est une folie. Je l'avais longtemps dénoncé dans nos entretiens et dans les autres, et dans les ouvrages d'ailleurs que vous publiez, et dans les autres livres, les déchéances de nos élites. Mais ils sont complètement psychopathiques. Quand un ministre des Finances, M. Bruno Le Maire, crie que je vais terminer avec la Russie, avec cet État, et son peuple va souffrir, c'est une véritable frénésie de la part d'un haut dignitaire français. Mais c'est exactement la même chose que, par exemple, M. Sarkozy, qui en 2009, me semble-t-il, dit que le métissage, c'est le but, il le dit ouvertement, et vous pouvez encore trouver cette déclaration. Donc, on choisit véritablement une élite en Occident, je parle européenne, qui va actuellement jusqu'à Vladivostok, précisément sans limite, par des professeurs universitaires psychopathiques. Et ce n'est pas seulement une simple beau mot, plaisanterie de ma part, c'est qu'il arrive un moment où on commence par exterminer les Européens au nom de ces idées folles. Et on est déjà, je pense, cinquième génération de professeurs universitaires, et c'est très intéressant. J'ai fait vraiment le séminaire entier sur le lien de Macron, de son clan, de ses ministres qu'il avait entourés lors de son premier gouvernement, ses députés et l'équipe de Dominique Strauss-Kahn, professeur au Sciences Po. C'est une véritable transmission des valeurs comment dire, de vrais détraqués. Maintenant, on se retrouve dans une Eurasie qui commence par se déchirer. Actuellement, pendant qu'on parle, il y a des centaines de blancs, pour simplifier, qui meurent. Et les uns crient on est contre les nazis, les autres qui disent non, ce n'est pas du tout les nazis, mais ceux qui vont combattre là-bas, s'ils se manifestent, allez-y combattre là-bas, disent les politiciens occidentaux, mais dès que vous allez exprimer les mêmes opinions ici chez nous en Occident, eh bien, vous serez les sales nazis. On vit dans une frénésie. Et me semble-t-il, et c'est ça, me semble-t-il, le plus grand problème, que même quand un dirigeant, par exemple, président d'une république, sans esprit, arrive au pouvoir, il ne pourra pas réformer un tel univers parce que on l'a déjà peuplé par des gens qui souffrent de dissonance cognitive à un niveau très grave. Et c'est l'ensemble du cadre civique, depuis les plus basses couches jusqu'au sommet de l'État, qui sont des détraqués. Donc là, on va revenir à l'Ukraine et je vais vous présenter les réseaux. Et personne ne le fait jusque-là. Qu'est-ce que c'est cet État et pourquoi il y a un tel investissement dans cette Ukraine pour que ça devienne un centre d'agitation des Slaves contre le monde slave et que ce soit la source permanente d'une guerre qui ne s'arrêtera pas tant que cette forme étatique existe. Eh bien, l'Ukraine existe depuis la chute de l'Union soviétique, voilà, donc depuis 31 ans. Comment il a
quand que ce soit les Russes ou les Occidentaux parlent des Ukrainiens, ils vous disent, ben, c'est les personnes en fait, ce sont les Ukrainiens. Point barre. Et ils possèdent le passeport d'Ukraine. C'est tout. Donc, mais ce n'est pas l'analyse qu'il faut apporter. Il faut apporter l'analyse ethnique. Ici, et non seulement ethnique, mais je dirais ethnico-religieuse, parce que souvent, les religions, si elles sont pratiquées depuis longtemps, peuvent modifier l'ethnie, ils peuvent les séparer, n'est-ce pas? Vous le connaissez, par exemple, c'est le cas parfait des Serbes. Vous avez les Oui. Serbes ethniques qui ont gardé leur religion, la religion de leur père pour lesquels ils ont combattu sur le champ de bataille de Kosovo, eh bien, c'est l'orthodoxie chrétienne. Et vous avez ce qu'on appelle les Serbes bosniaques, lesquels, suite à l'occupation ottomane, sont tout simplement passés du côté qui sont convertis, n'est-ce pas? Ce que tu dis, c'est que ethniquement, les Serbes et les Bosniaques sont le même peuple. C'est les Serbes, naturellement, les Serbes bosniaques. Voilà, et naturellement, ces Slaves convertis qu'on appelle les Bosniaques, donc les Slaves musulmans, ils ont commencé par avoir les avantages des non-dhimmi, tandis que les Serbes chrétiens ont continué donc à avoir leur État, c'est-à-dire leur État, souvent des paysans, impossibilité par exemple de se promener en cheval, impossibilité de faire une carrière, donc une authentique dimitude sous l'emprise ottomane, tandis que les autres, les Bosniaques, en fait, leurs frères du sang, ont commencé par avoir naturellement, s'enrichir, surtout la possibilité d'être égal envers d'autres sujets de l'Empire ottoman, car s'étant convertis à l'islam. D'ailleurs, tout cela, dans quelques décennies ou quelques siècles, peut avoir aussi parmi les Celtes, les Germains, les Latins, si vous suivez par exemple pas mes conseils. Voilà. Et il arrive, vous savez ce que c'est la guerre en Bosnie, assez récente de 1992-95. C'est la haine viscérale qui séparait ce peuple ethniquement unis, qui se sont contre-massacrés. Je vous envoie ces descriptions, car leurs témoins vivent parmi nous. Voilà, depuis Stockholm jusqu'à Rome. Voilà. Pourquoi cette haine? Vous savez, Nietzsche, qui était un psychologue fin, il avait nommé ce réflexe la vengeance du témoin. Il fait une bassesse, j'ai décrit ce qui c'est, un fait une bassesse face à, souvent c'est à l'intérieur d'un clan, face à son frère. Et il continue percevoir les bénéfices de sa bassesse ou de sa faiblesse, appelez-le comme vous le voulez, et il lit le mépris dans les yeux de celui qui témoigne de cette bassesse. Et dans l'esprit de celui qui l'a commis, le témoin devient celui à exterminer parce que il est l'ennemi, il l'avait vu dans son état le plus bas. C'est ainsi qu'on peut expliquer cette haine qui sépare l'unique peuple, en fait, l'unique ethnie, les Serbes, les Slaves comme Yougoslaves, ce sont les Slaves du Sud. Voilà. Eh bien,
cette réflexion nous était nécessaire pour aller en Ukraine. Parce que c'est comment est composée cette nation qui est, cette nation, oui, citoyen d'un État qui sont les Ukrainiens. Vous avez toujours ceux qui s'appellent les Russes, c'est-à-dire les Russes qui sont dans leur esprit ex-soviétique, communiste. Le communisme est comme en Russie, le communisme est parti, l'idée communiste se fait remplacer dans l'esprit de certains par le christianisme orthodoxe de leurs ancêtres existant normalement dans l'État russe, dans l'esprit russe avant 1917, avant le putsch trotskiste de 1917. Voilà. Et ce sont les personnes qui se réfèrent à Moscou, qui parlent le russe, qui pensent en russe. Voilà. Et il y a l'autre partie, une seconde partie qui se dit, je suis, comme on disait naguère en empire tsariste, les Malorossiens. C'est-à-dire, ce sont les deux parties de population, qu'on peut peut-être compter autour de 90% de population, qui sont ce que la sociologie, la science qui n'existe pas, appelle le citoyen de base, n'est-ce pas? Donc, quand vous visitiez, avant la guerre, naturellement, je vous dis qu'on sait maintenant, l'Ukraine, vous rencontriez ces gens, ils étaient naturellement, comme c'était la guerre des soviétiques, c'est-à-dire les personnes d'un nationalisme réservé, bon, comme le sont, vous rencontrez exactement les mêmes personnes en Biélorussie ou en Russie, ou même au Kazakhstan quand vous parlez avec des Russes qui habitent là-bas. Voilà. Donc, mais c'est la majorité, disons, molle. On peut les considérer comme deux entités ethno-culturelles. D'accord? Et souvent, ceux qui se considéraient comme des Malorossiens ne parlaient même pas la langue, par exemple, qu'on appelle l'ukrainien. Voilà. Donc, ces ethnies ne prennent pas part au pouvoir dans l'État qu'on appelle Ukraine. Il y a le quatrième partie ethno-culturelle et souvent ethno-religieuse, qui sont les Slaves de Galicie, n'est-ce pas? C'est une minorité au sein de cet État. Ils ont pris le pouvoir. Parce que, tout simplement, c'est la minorité la plus combative. Et les uns les comparent avec les Corses de l'Europe centrale et orientale, mais ce n'est pas la logique insulaire. C'est bien pire. Ces gens sont historiquement plus enclins à la liberté, à l'individualisme et à une forme de xénophobie bien prononcée, ce qui est naturel. Actuellement, certains candidats à la présidentielle français citent, il dit que c'est Napoléon Ier, mais ce n'est pas lui qui l'avait dit, qu'on a la politique de notre géographie. Mais là, c'est authentique, c'est vrai. C'est un peuple, c'est une séquence de Slaves qui se retrouvaient dans un univers. Si vous connaissez ce qu'on appelle actuellement la Galicie, c'est un endroit très plongé dans la nature. C'est un endroit sauvage. Vous pouvez vous dissimuler aisément dans la forêt, vous vous perdez mais vous vous retrouvez sur le passage vers les centres, vers les États historiquement très riches, très opulentes, tels que fut par exemple la Pologne.
la Pologne antique, celle de ce qu'on appelait la République de deux nations. C'est tout ce qui se situe, pour simplifier, autour de Lviv. D'accord, donc la partie ouest de Partie l'Ukraine. occidentale, voilà, Mhm. c'est ça. Partie occidentale de l'État d'Ukraine actuel. D'accord? D'accord. Donc, ce sont les personnes, une séquence de ce qu'on appelle actuellement Ukrainiens qui sont nés, qui sortent qui ont une histoire de violence logique, d'une recherche de puissance, une logique perpétuelle et une recherche de puissance perpétuelle et une nécessité d'agir violemment face à une agression et également faire les multi-accords. Par exemple, quand il y a le poussé catholique qui convertit, donc les Polonais sont les catholiques, et donc via cette Pologne, il y a une poussée vers ces Slaves encore plus orientaux, et donc il y a les accords, ce qu'encore au Concile de Vatican II, on appelait la création de l'Église uniate, c'est-à-dire c'est une église grecque, en fait c'est une église gréco-catholique qui utilise le slavon mais qui est attachée à Rome. Vous vivez dans un pays orthodoxe pur, tel que la Roumanie, 80% des citoyens romains se disent orthodoxes, donc vous savez quelle est l'importance des religions dans ce pays. Donc en fait, au XVIe siècle, cette séquence, il part déjà vers l'Occident. Il y a une recherche permanente des accords avec les Slaves occidentaux. Et donc, il y a une poussée vers chaque fois qu'il s'opère une poussée vers l'ouest de la part des Slaves de l'Est, parce que je vous rappelle que notre histoire, c'est le passé d'une violence permanente. Voilà. Eh bien, ils sont en première ligne. Donc, comment ils agissent? C'est les accords ou le maquis, la guerre des partisans, n'est-ce pas? Donc, c'est la guerre des maquisards. Et c'est entré dans leur esprit. Et donc, comme dans toutes les communautés guerrières, il y a l'attachement fort à leur histoire mythifiée et l'honneur, le respect et le désir d'honorer de ses ancêtres guerriers. Donc, une tradition laquelle, compte tenu de passé historique des autres citoyens d'Ukraine actuelle, les autres n'en ont pas. Ils ont vécu constamment sur le plaine et étaient attachés à des empires. Donc, c'est extrêmement important à expliquer que quand un président de la République française assez ignare nous dit des Ukrainiens, cela n'est absolument rien à dire parce que c'est ces mondes de Galicie qui sont ethniquement les mêmes Slaves que les autres, mais compte tenu de ces réflexes de bêtes blondes, comme disait Nietzsche, de recherche de puissance, ils ont tout simplement, à la chute de l'Union soviétique, ont pris la richesse et le pouvoir. Comment ils ont fait ça? Ils ont une longue histoire guerrière. Ils se réfèrent à cette histoire guerrière. Et les dernières puissances à laquelle ils se sont unis, c'est de façon flagrante, explosive, c'était l'Allemagne nationale-socialiste. Oui. Ils ont fondé cette fameuse 14e division de Waffen-SS Galiciana. En ukrainien, on l'appelle Galiciana, donc Galicie.
Galitzin en allemand. Voilà, ce fut de 1943 jusqu'au dernier jour de la guerre, jusqu'au du côté occidental, 8 mai de 1945, ils combattaient. Ils combattaient contre ce qu'ils appelaient les bolcheviks. Donc, effectivement, ils ont ceux qui ont pris le pouvoir en 1991, logiquement, ils ont les mémoires de leur père et de leur grand-père. C'est la dernière référence guerrière. Donc, c'est normal. Mais c'est normal que les côtés les passionnés, ils se réfèrent à ceux qu'ils se souviennent. Voilà. Mais, je vous en prie, vous avez... Non, non, simplement, j'essayais de voir un peu le schéma général par rapport à ce qui se passe actuellement. En fait, ce que vous dites, c'est qu'en Ukraine, il y a trois. Donc, je n'ai pas encore fini. D'accord, d'accord. Et il y a, il y a une quatrième force ethnique qui a accédé à la puissance dès 1991, et ce sont mes consanguins ashkénazes. Je peux naturellement, je ne veux pas passer ici pour ce que des crétins appellent, les psychanalystes à 2 balles appellent le juif antisémite. Je trouve que c'est très stupide, donc je me livre à une analyse purement suisse, neutre. D'accord. Ils ont pris le pouvoir, donc je peux vous décrire par la suite par quel passage, par quelle forme d'investissement venu des pays occidentaux, comment il y avait comment les liens entre l'Israël et l'Ukraine se sont créés. Je vous envoie des déclarations des députés de Knesset, du Parlement israélien, voilà, qui vont jusqu'à déclarer ex cathedra que si nous allons être rejetés à la mer, nous avons une autre maison en Ukraine, comme naguère les soviétiques nous ont proposé à Birobidjan, et ainsi de suite. Donc, les liens sont les liens de cette communauté. C'est une puissance ethnique qui ne sont pas religieuses, on ne peut pas les appeler israélites. C'est une authentique communauté ethniquement juif ashkénaze qui partage dès 1991 le pouvoir avec une autre une autre ethnie ayant accédé au pouvoir. Donc, nous avons depuis 31 ans en Ukraine un pays naturellement, un État naturellement corrompu, un État dirigé logiquement depuis d'autres contrées que l'Ukraine elle-même, et qui est prête à jouer un rôle en tant qu'État, et qui meurt pour ces élites, lesquelles se sont historiquement très peu attachées à la majorité molle, si je puis dire comme ça, mais de population. C'est un monstre hybride, un monstre bicéphale, qui ne peut fonctionner dans cette forme-là. Quand je le dis, naturellement, je ne suis pas inventeur de cette théorie. Je me réfère à un scientifique russe bien connu, soviétique, et qui est mort en 1992, qui est Lev Gumilov,
et qui est le fils d'un poète russe nietzschéen, Nikolai Gumilev, et qui exprime, c'est un historien, et ça prouve d'ailleurs qu'en Union soviétique, parce qu'il le fait durant la période soviétique, il analyse ces mêmes phénomènes que je suis en train de vous évoquer. Il prend ce qu'on appelle le Kaganat des Khazars et il le décrit précisément, il l'analyse de cette même logique, il précise cette complémentarité négative parce que depuis le 8e siècle, les communautés israélites ont besoin de contrôler le passage d'Europe vers la Chine, cette fameuse route vers la Chine. Il y a les délégations des prêtres hébraïques qu'on envoie à tout, à la quasi-ensemble des centres des États qui maîtrisent le passage d'Europe vers la Chine, donc le point d'enrichissement principal d'époque, et on judaïse les élites, bien que naturellement le prosélytisme actuellement n'est pas propre au judaïsme, c'est un fait historique, les élites d'un peuple turc qui a les croyances de paganisme turc, tout simplement, de cette époque, 7e, 8e siècle, eh bien, il y a la judaïsation des élites. Et donc, peu à peu, nous explique Lev Gomilov, il s'opère, cet état devient un monstre. Il trouve pour cela le terme de chimère. Chimère, c'est un monstre du sexe féminin qui dans la mythologie grecque, il a la tête de chèvre et le corps de lion. Il y a aussi la queue de serpent, de drachontes, mais il n'est pas dans la conception de Lev Gomilov. Voilà. Et donc, il s'opère des élites dans une superpuissance de l'époque, qui est le Khaganat des Khazars, qui peu à peu, durant des siècles, se détache compte tenu de sa religion, de son propre peuple. C'est-à-dire, ce n'est pas comme des Slaves avec, par exemple, les Serbes et les Bosniaques, ce sont les deux séquences ethniques avec leur propre élite. Là, non. Vous avez un monstre. Vous avez un monstre qui a donc une tête et qui commence à percevoir sa propre ethnie comme étranger, comme étant composé d'étrangers, parce qu'ils ont une toute autre, d'abord une autre religion, et par la suite, logiquement, d'autres mœurs, n'est-ce pas? Et assez drôle qu'on précise ce monsieur Gomilov, camarade Gomilov encore, c'est que les prêtres hébreux ne considèrent toujours pas cette élite khazare comme les leurs, naturellement. Et donc, c'est pour ça que si vous lisez l'hébreu, vous pouvez lire toujours les mêmes engueulades entre les Kohen, c'est-à-dire les tribus israélites, simplifiées naturellement des prêtres, qui refusent toujours de considérer comme les Juifs les Ashkénazes qu'ils considèrent issus de cette élite des Khazars. Voilà. Et par la suite, Lev Gomilov explique que le désastre qu'avait apporté ce Khaganat des Khazars, gouverné par l'élite judaïque, et qui a utilisé comme soldats, marchands, savants, le même peuple, mais qui est devenu peu à peu d'une autre nature, ça a devenu une bombe à explosion et une bombe destinée à s'exploser. Il y avait les micro-explosions, c'est ça que je veux dire. Et la seule
chose qu'on pouvait en faire, c'est finir avec cette entité qui était le Khaganat des Khazars. Lev Gumilov le exprime dans ce livre qui s'appelle la Russie antique et la Grande Steppe, publié en 1989, oui, l'Union soviétique existait encore. Et donc, c'est cette analyse de chimère qu'il faut absolument apporter à cette impossibilité de l'existence de l'État ukrainien. Car ce n'est pas une chimère vraie, mythique telle qu'elle existait, tête de chèvre, corps de lion, et voilà. Mais c'est pire encore, ce n'est pas une seule tête, c'est une chimère bicéphale telle que les spécialistes d'Antiquité le trouvent dans cette chimère de Arezzo qu'on a retrouvé en Toscane, cette fameuse chimère, laquelle a en plus deux têtes, c'est assez drôle. Bon, mais elle est la tête de lion, et en plus, il y a le chèvre qui est collé à elle, c'est une sculpture en bronze Oui, exact. du 5e siècle d'avant notre ère. Et donc, c'est ça l'Ukraine. Donc, cette folie furieuse de dire toi t'es nazi, non toi t'es nazi, non toi t'es plus nazi, c'est ridicule parce que nous ne pourrons jamais comprendre qu'est-ce qui se passe. Et dans cet ouvrage, d'ailleurs, j'explique ça sur une population qui sont je le nomme ici, j'utilise le terme de Lev Gumilov, les passionnari, c'est-à-dire ce sont les êtres qui sont les plus remplis de testostérone, pour simple comme disent les endocrinologues actuels, et qui portent leur puissance. C'est ainsi qui sont toujours minoritaires et qui dominent la majorité. Mais tout simplement, ce n'est pas leur peuple. Cette majorité de Russes et cette majorité cette majorité de Malorossiens, comme on dit, des Ukrainiens purs qui ont commencé plus aisément à maîtriser l'ukrainien, eh bien, ce n'est pas l'ethnie de Slaves de Galicie, ni de partie ashkénaze, cette tête bicéphale qui gouverne ces pays et qui sont prêts à tout pour maintenir leur pouvoir. Et ils ont naturellement, dans le passé, c'était les adversaires. À un certain moment, il y avait d'énormes massacres anti-juifs qui étaient commis par les membres de Waffen-SS Galizien, c'est Slaves de l'Est. C'est connu. Ils ont d'ailleurs beaucoup plus massacré des Polonais, n'est-ce pas, puisqu'ils, pour survivre, ils menaient une guerre permanente, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, ce fameux personnage dont on parle beaucoup en Ukraine, c'est Stepan Bandera, n'est-ce pas? Par exemple, la propagande russe actuelle appelle les Ukrainiens les banderovцы, Oui. les maquisards actuels ukrainiens qui jettent ce que chez nous on appelle, chez nous on vit dans une héritière, dans un monde post-marxiste, on appelle ça cocktail de Molotov. Eh bien, mais pour eux, Molotov c'est une immondice, donc ils l'appellent actuellement le même produit pour attaquer les chars russes, ils les appellent Bandera Smoothie. Mais c'est monsieur Bandera, il est les plus grandes exactions qu'il avait commis, ou qu'il avait ordonné de commettre, c'est un personnage passionnant d'ailleurs de lire son histoire, eh bien c'était contre les Polonais et les Polonais. Les plus grands massacres qui étaient faits par cette puissance de Galiciens, pour simplifier, c'était vers les Polonais.
de l'époque. Il était donc, il avait dit l'histoire juridique polonaise avait ordonné l'assassinat d'un ministre de Pologne. C'était le plus grand, pour la Pologne des années 30, c'était le plus grand terroriste, c'était cela, naturellement, puisque à ce moment-là, cette Galicie, c'était une partie de Pologne, n'est-ce pas? Et il était donc, Stepan Bandera était condamné en 1936, me semble-t-il, il avait jugé 2 fois pour la peine de mort, puis c'était communié, et donc, ce personnage, dont les photographies on retrouve souvent dans les bureaux des fonctionnaires ukrainiens actuels qui se situent en Galicie, n'est-ce pas, parce que c'est leur héros, eh bien, il est toujours considéré comme criminel en Pologne actuelle. Et donc, quand les Polonais, parce que naturellement, quand l'armée du Troisième Reich est arrivée en 1939, il s'est libéré et naturellement, il a commencé à partir de nouveau dans le maquis jusqu'à ce que les Allemands ne l'emprisonnent et que par la suite, seulement depuis, comme l'ancien terroriste, et que c'est seulement par la suite, depuis son séjour carcéral et qu'il fait affaire avec Waffen-SS et il y avait donc le passage de ces troupes de M. Stepan Bandera et de M. Shukhevich dans les Waffen-SS. Mais donc, il y a cette guerre, elle continue naturellement, puisque, comment dire, quand les dirigeants, quand actuellement couverts sous la puissance des États-Unis, otanesque, mais bon, autant a très peu de pouvoir réel, eh bien, les Ukrainiens de l'Ouest, les Galiciens, viennent en Pologne. Les Polonais qui les rencontrent, j'ai assisté à ce type de rencontre, ils savent que cela des Ukrainiens, ils admirent ce Bandera, lequel est en Pologne, il était libéré par les Allemands en 1939 d'une prison polonaise, et bien là-bas, il est toujours considéré comme criminel. Si vous avez le portrait de Stepan Bandera en Pologne actuelle, on va vous emprisonner puisque vous faites vous glorifiez un criminel. Et donc, ces guerres continuent à perdurer naturellement et c'est très important que nous puissions enfin comprendre, premièrement, qu'il n'y a pas de nazis, qu'il n'y a pas de fascistes, qu'il n'y a pas de staliniens, que c'est une guerre qui peut être, c'est un affrontement permanent qui peut être compris exclusivement si on comprend ses composantes ethniques. Donc, deux minorités ethniques qui ont pactisé, n'est-ce pas, c'est comme en France, dès sa libération, en 1944, Maurice Thorez revient de Moscou en stalinien et il retrouve qui dans les ex-maquisards des gramscistes trotskistes. Là-bas, en Union soviétique, ils se détestent et ils s'entre-massacrent. Mais ici, ici en France, il y a le marché à partager. Il y a des mots. On va prendre leur université, comme le conseille notre trotskiste Gramsci, et on va avoir cette France, on va le pervertir et au bout d'une génération de professeurs universitaires, c'est-à-dire en 1968, on va l'exploser. Et ils le font tout en se détestant à l'intérieur. C'est ça. Si vous vous intéressez à la criminalité, histoire de criminalité aux États-Unis, vous savez que les mafieux de l'Italie du Sud qui sont arrivés à Chicago, à New York, à Boston, etc., et ainsi doucement jusqu'à Los Angeles, eh bien, leurs clans, quelque part en Sicile, sont égorgés. Mais là-bas, on a le marché à partager, donc on pactise, n'est-ce pas? Eh bien, c'est comme ça. Donc, actuellement, ces discours
il faut le comprendre que ce sont les deux puissances, les Galiciens, je les appelle comme ça pour simplifier, et les Juifs ashkénazes, qui ont pactisé tout en continuant de s'entre-détester naturellement. Mais on partage le pouvoir depuis le plus vaste, naturellement, de l'Europe. Et c'est pour cela que ces analyses sont assez stupides, qui proviennent de nos universités. Et par la suite, des présidents des républiques françaises ou des Bundeskanzlers et ainsi de suite. On dit que M. Volodymyr Zelensky est un juif. Eh bien, il ne peut pas être nazi. Non, ce sont c'est compliqué. si on ne comprend pas cette structure, une tête de puissance, et par la suite, les corps assez mous qui se retrouvent en bas. On ne comprend fichtrement rien dans cette guerre. Et c'est pour ça, par exemple, qu'un grand philosophe de langue française, qui est M. Botul, quand il est arrivé en Ukraine, il est intervenu devant les foules sur la place Maïdan, donc il prenait le pouvoir, et naturellement, face à lui... Donc vous parlez de Bernard-Henri Lévy pour que ce soit clair. Ah, c'est vrai? Vous parlez de Bernard-Henri Lévy? Oui. Voilà, c'est ça. Eh bien, il y avait les étendards de Waffen-SS Galician. Il les a regardés comme ça, on me dit, et quand on les avait attirés en France, à son retour, son attention, bah, vous les avez en France, vous ne les supportez pas. Si on vous montre les étendards de Charlemagne, pourquoi le 33e Waffen-SS, ça vous convient pas en France, mais le 14e Waffen-SS à Kiev, ça vous convient. Bah, si on ne comprend pas cette logique, il était convié par une certaine communauté qui exerce le pouvoir réel, financier, politique, militaire. Et cette communauté, elle partage le pouvoir avec l'autre, qui peuvent se détester, qui dans le passé pouvaient s'haïr et s'entre-égorger, mais là, c'est le pouvoir. Voilà. Je comprends. Donc en fait, qu'est-ce que vous préconiseriez pour l'Ukraine? En fait, vous pensez que c'est un pays qui, tel qu'il est fait actuellement, ne peut pas rester en paix parce que les populations sont trop différentes? Parce que structurellement, si on voit comment ethniquement il est composé, il ne peut pas y avoir la paix. Il sera toujours à la merci. Il va toujours chercher ces élites telles qu'il est composé actuellement vont toujours chercher la protection d'un puissant parce que structurellement, historiquement, compte tenu de leurs racines, ils n'ont pas à faire le florilège de cet État. Voilà. Et c'est assez drôle qu'en fait, ces animosités ne sont pas changées depuis des siècles. Si vous vous intéressez à l'histoire de ce pays, de cette région, si vous allez lire les sources du 15e, 16e siècle, si vous allez vous intéresser à l'œuvre romanesque, si vous intéressez à la langue russe classique, vous lisez le roman de Nikolai Vassilievich Gogol, qui a été porté sur les écrans plusieurs fois, par exemple sur le Cosaque Bulba. N'est-ce pas? Eh bien, vous avez exactement la même histoire. En fait, il y avait, comme je l'avais dit au début, il y avait le poussée des Slaves pro-Grand Moscou du XVIe siècle vers l'ouest, qui s'appelait un grand mercenaire cosaque connu jusqu'en France, Bogdan Khmelnytsky. Bogdan, c'est Dieudonné en russe. Voilà. Et donc, il y avait un compagnon qui s'appelait Ohrim Makucha, et donc, c'est alter ego de ces Kazakh Bulba. Et donc, donc, vous le lisez en version non caviardée, parce que vous avez exactement la même population. Donc, naturellement, Gogol, qui était un grand patriote
russe côté impérial, mais qui passait la quasi-totalité de sa vie créative en Italie et en Suisse. On dit que c'était un agent des services de renseignement, des GRU tsaristes. Voilà. Mais vous avez cette haine qui existe et que vous pouvez tout de suite les voir, que Google nous décrit. Ce n'est pas une version historique, ce n'est pas les sources historiques vraies, mais ça vous offre la version. Vous avez les orthodoxes pro-russes, donc cosaques, vous avez ce qu'ils appellent les uniates, c'est-à-dire ceux qui ont fait l'union de leur église à Rome, vous avez le mal absolu qui sont les Polonais, et naturellement, vous avez le personnage d'un certain juif Yankel et le personnage de cette communauté qui, elle, existe toujours, déjà à cette époque. Et ça doit être traduit en français, vous pouvez le lire. Et donc, c'est la haine énorme, c'est-à-dire ces Cosaques qui tue de ses propres mains son fils cadet parce qu'il veut qu'il se met en couple, qu'il se prépare au mariage avec une Polonaise et que par la suite il commence le véritable massacre des Polonais. Les Polonais attrapent son fils. Il y a toujours le personnage de ces traîtres uniates slaves de l'Ouest qui sont prêts à passer, n'est-ce pas, chez le côté catholique, parce que précisément, ils ont pris la religion des autres, donc ce sont de vrais hérétiques à exterminer, et commence donc cette description de Nikolai Gogol, comment ils exterminent des Polonaises pour leurs enfants, c'est un authentique génocide qu'on nous enseignait à l'école, c'était dans le programme de littérature de l'école soviétique. Et donc, par la suite, on se saisit de son fils aîné et des mondes polonais qui sont totalement pervers, car les Slaves catholiques le massacrent. Et donc, c'est le juif qui l'introduit dans les foules et le père regarde comment son fils est torturé et donc voilà. Et donc actuellement nous avons exactement, on nous décrit le XVIe siècle, parce que Bogdan Khmelnytsky était mort au XVIe siècle, sorry, XVIIe siècle, voilà, mais ça n'a pas modifié. Et ce que, dans mon interview récente en langue française, j'ai fait longuement ce passage sur l'histoire de violence, que les violences, c'est normal, c'est naturel quand ça se passe à l'intérieur d'une ethnie, parce que c'est une forme d'une purification qui se passe, les poussées de testostérone, et c'est ainsi que se déroule une évolution ethnique, je dirais. Et sauf quand il passe une autre ethnie, comme vous savez, par exemple, comme les Turcs, les Ottomans, qui sont les nomades, qui sont effacés, le Byzance et le Constantinople, et actuellement, il n'y a plus de cette même population, il existe encore quelques édifices, mais c'est terminé. Alors, vous disiez, au moment où on a commencé l'entretien, que il faut sortir, on va dire, des références toxiques et permanentes à la Seconde Guerre mondiale. On se demande un peu comment ça sera possible du côté de la Russie, qui a vraiment fait de la Seconde Guerre mondiale, ça s'appelle la Grande Guerre patriotique, vraiment le centre de leur discours depuis des décennies. Comment Poutine, comment son successeur va réussir à sortir un peu de ce récit? On se retrouve dans une situation mortelle pour l'humanité. Je ne vois pas comment. La seule chose que je peux vous donner, les éventuelles issues. Et je veux que pour cela, il faut que vous compreniez comment les adversaires de civilisation occidentale, de l'humanité blanche, perçoivent le monde. Il faut que vous lisiez les discours actuels, non pas des professeurs, mais ce qui se fait depuis quelques années au sein des universités, parce que dans quelques années, inévitablement, on les retrouve dans les discours politiques et
les Blancs, l'humanité périt, on les tue, comme cela se fait maintenant. Donc, quand une personne bizarre comme ça, qui parle français avec l'allemand, avec l'accent, et qui vous explique certaines choses, c'est vrai que c'est étrange, mais je connais ce monde de l'intérieur. Donc, comment on voit le monde de l'autre côté, c'est-à-dire ce qui vous pousse à vous éliminer sans effort de leur part. D'ailleurs, ce sont des vrais Celtes, Germains, Latins, Slaves, qu'ils considèrent comme élite et ils pensent qu'ils vont avoir une belle place après, dans le futur, dans leur avenir. Eh bien, qu'est-ce qui c'est pour eux la Russie ou le Biélorussie, etc. Ce sont, pourquoi il y a une telle haine? Ils voient dans cet État, dans ces élites, leurs propres ancêtres blancs, qui eux avaient une structure, qui eux avaient une famille traditionnelle, qui ont fait inscrire dans leur constitution, par exemple, comme le mariage et l'union d'un homme et d'une femme, que cela se fait et qu'on se réfère, écrit la constitution russe actuelle, à nos ancêtres dont veut perpétuer l'héritage et que le couple se fait pour faire les enfants, donc transmettre. Et si vous lisez les écrits actuels, parce que d'écouter ce qu'on appelle le droite européenne, leur plus grande faiblesse, c'est de ne pas s'intéresser à ce que sur eux écrivent leurs ennemis et ce qu'on enseigne. Malheureusement, vous lisez toujours les déclarations des hommes politiques qui sont déjà les produits faits, mais ce qu'il faut que vous voyez, comment on éduque, qui on éduque, qui se trouve actuellement sur les bancs des amphis et qui écoutent, qui boivent ces paroles dont le but est de détruire l'humanité. Eh bien, ils disent enfin qu'on va en finir avec cette Russie de Poutine, qui, et surtout avec leur révolution traditionnaliste, révolution conservatrice, parce qu'actuellement, depuis quelques mois, c'est le discours officiel de Moscou. On fait une révolution traditionnaliste. Donc, il y a une forte séparation chez eux de ce qu'ils appellent le nazisme et le traditionnalisme et conservatisme. Les deux derniers, ils les acceptent quasi comme doctrine d'État. Et ils disent, une fois on finit avec cela, on va terminer avec, avec le Front National, avec Renseignement National, Rassemblement National, ou avec les nationalistes allemands, ou avec Svenska Demokraterna, ou avec l'Union démocratique de centre en Suisse, ou avec les Italiens. On va les tous voir. Parce que c'est celui-là, le Poutine, qui est encore l'unique puissance blanche, traditionnelle, chrétienne, helléno-chrétienne, et qu'une fois cette puissance est supprimée, cela que nous avons ici, que nous subissons encore, on va les aiguiller. En fait, lisez ce que disent actuellement les professeurs qui conseillent les états-majors de certains pays occidentaux. Et je comprends parfaitement que quand je parle avec des nationalistes européens, pour eux, les Russes, ce ne sont pas des Blancs, ce sont des jaunes naturellement. Et j'entends ça. Et il faut donc trouver une, comme dit un certain Zemmour, une reconquista, mais une reconquista longue d'esprit et que j'ai fait de mon côté russophone là-bas, parce que c'est aussi difficile à faire admettre.
faut que les Occidentaux, il faut qu'on comprenne que là-bas, en Russie, dans le monde moscovite, pour simplifier, les Slaves de l'Est et ce qui est soumis à eux, encore, c'est l'esprit, ce n'est pas la race. Parce que la Russie fédérale actuelle est l'héritière de l'Union soviétique. D'ailleurs, c'est transcrit ouvertement dans leur texte. Et l'Union soviétique a été un autre empire héritier de l'empire tsariste russe. Donc, ce sont des entités multiethniques et multiconfessionnelles. Ils fonctionnent comme ça depuis des siècles. C'est ainsi. Et à l'Ouest, et moi je suis attaché personnellement à cela, c'est historiquement, traditionnellement, avant que vous ne commenciez à être remplacé, c'est la race qui prime, c'est l'ethnie qui prime. Donc il faut, et votre tradition, notre tradition européenne se retrouve dans l'ethnie. Chez eux, à Moscou, naguère à Saint-Pétersbourg, c'était l'idée, la tradition, elle est virtuelle, si vous voulez, mais ça marche. Et ils étaient conservés grâce à cette coquille chape de plomb derrière le rideau de fer, n'est-ce pas? Et ça a duré, et donc ils ont pu, il y a 30 ans à peine, ils ont sorti, et c'est pour cela qu'ils sont aussi détestables pour les pseudo-élites occidentales qui ont démoli leur propre héritage. Et donc, il faut que vous, c'est un long travail. Je suis extrêmement pessimiste à ce que cela fonctionne, mais il faut qu'on puisse unir, et c'est pour ça que j'ai écrit ces travaux sur le racisme anti-blanc pour les côtés russophones, il faut leur expliquer cela. C'est-à-dire, la pureté ethnique, pour ne pas dire raciale, ce n'est pas naturel pour l'empire multi-ethnique depuis des siècles. Il faut qu'ils puissent avoir une connexion de l'esprit du côté slave oriental et de l'ethnie du côté occidental. Surtout, pas faire la guerre au ce moment-là. Surtout, ne pas aller laisser votre vie pour ceux qui, naturellement, ils poussent les mêmes passionnari d'Occident pour qu'ils laissent leur vie. Ce sera la joie, naturellement, pour ces élites cosmopolites, que le maximum de vous meurt là-bas, n'est-ce pas? Et il faut, nous sommes, là, le monde vient sera modifié, naturellement. Nous allons vers une guerre froide certaine. Il faudrait donc trouver cette forme d'accord. Et nous allons en Occident, en Europe occidentale, nous allons longuement vers la faillite. Je vis en Suisse je fréquente la Suisse depuis plus de 25 ans, et donc j'entends ici le discours, non, ce n'est pas le Great Reset, c'est depuis plusieurs décennies, en fait, j'entends ici le discours que cette classe moyenne, il faut s'en débarrasser. Et donc là, je pense que à cause de ce ne sera pas immédiatement, mais je pense que cette politique suicidaire françaises, allemandes qui ont refusé le gaz qu'ils ont construit, c'est Nord Stream 2, ça va pousser les États tels que la République dite française, l'Allemagne, en fait l'ensemble des pays de l'Europe occidentale vers un certain appauvrissement. Les États-Unis qui montent à chaque guerre mondiale, Première Guerre mondiale, ils ont supplanté, Seconde Guerre mondiale. Là, ils vont naturellement avoir ces élites-là
les dernières élites de l'Europe occidentale qui voudraient éventuellement fuir là-bas. Et ils vont, il y aura un affrontement entre diplomatique, naturellement. Et donc, et pendant, avec la Russie, et plus qu'il dure cette nouvelle guerre froide, laquelle j'espère pourrait être courte, plus les pays occidentaux seront appauvris. Et naturellement, le but, ça c'est quelque chose que je vois à court, moyen terme, et à long terme, si vous lisez toutes les déclarations des leaders des États-Unis depuis M. Trump et actuellement avec M. Biden et surtout tous ceux qui sont derrière lui, l'adversaire principal, celui à moyen et à long terme, c'est naturellement la Chine. Et donc, et si vous lisez le russe, vous allez à Ekaterinbourg et ça fait des années que ça existe, ces projets dans ces centres de Yeltsin de démembrer la Russie, en 13 États et par la suite s'attaquer enfin à la Chine. Et il y a déjà cette déconstruction de l'OTAN qui existe depuis l'année dernière, à savoir la fondation de ces AUKUS, c'est-à-dire Australie, United Kingdom, United States, c'est-à-dire c'est au moment où c'était créé et la France, la République dite française, je sépare naturellement le pays légal, le pays réel, la République française a eu le coup de pied au cul quand on avait enlevé son contrat de sous-marin qui allait jusqu'à 60 milliards d'euros, me semble-t-il, et donné à l'Australie. Donc, c'est la fondation d'un blocus anglo-saxon qui se met déjà en position face à la Chine. Donc, intéressez-vous à ce qui se passe là-bas, car c'est déjà notre avenir, malheureusement. Et donc, moi, ce que je prédis, si dans cette guerre en Ukraine, la Russie soit ne va pas trop vite, bon, actuellement, ils sont en train d'occuper doucement un État qui est plus grand par son territoire, je vous rappelle, que la France métropolitaine. Donc, voilà. Si il signe un mauvais accord, n'est-ce pas? Parce que signer un mauvais accord par les puissances victorieuses, c'est aussi suicidaire. Souvenez-vous de l'accord d'Évian suite à la guerre d'Algérie, c'est exactement la même histoire, sauf qu'il n'y a pas de composante majoritaire musulmane. Voilà. Eh bien, la Russie pourrait échouer. Eh bien, c'est ma prévision. Dès que la Russie échoue, tous ces États encore majoritairement blancs de l'Europe centrale et orientale seront submergés par l'invasion africaine extrêmement rapidement parce que, me semble-t-il, et c'était mon analyse que je disais souvent en Russie, on maintient cette ligne, ce cordon sanitaire face à la Russie pour maintenir ces États dans les conditions de combativité. Contre la Russie. Contre la Russie. Et quand vous êtes un bon Européen, il faut être africaniste. Si vous connaissez les pays tels que Zambie, où les personnes, je parcouru un peu ces pays, où les gens normalement vivent avec $1 par semaine, sont des personnes assez riches. Quand je vous parlais avec des locaux, et vous les avez à 20 ans, 22 ans, il n'a pas pas mangé de la viande, il ne sait pas ce qu'il c'est. Eh bien, quand pour le vol d'une poule, on vous extermine, ou on peut tuer pour une poule, carrément. Eh bien, quand vous dites chez nous, en Roumanie, c'est encore, voilà, il n'y a pas beaucoup d'argent. On va instaurer quelques guerres dans ces régions africaines où on vit avec $400 par mois et vous allez avoir sur les rues de Prague, de Bucarest, Budapest, de Cracovie, ou Varsovie ou Riga, les foules venues de ces pays qui seront contents je vous assure. Donc moi, là, je me retrouve dans une forme de prophétie que, encore enseignant à l'université de Nice, Sophia Antipolis, je faisais en 2011, au moment où
j'avais mon cours, un séminaire assez libre où commençaient par venir les policiers et des gendarmes locaux, en auditoire libre, pour apprendre le russe, parce qu'à l'époque, il fallait que les policiers locaux maîtrisent le russe, le langue le plus parlée par les touristes venant sur le Côte d'Azur. À l'époque, il y a à peine 10 ans, 11 ans. Eh bien, c'était le début de la guerre en Libye. Eh bien, ils étaient extrêmement contents parce que, naturellement, pas nationalistes, les policiers majoritairement en France ne sont pas nationalistes, sont patriotes. Eh bien, quand, par exemple, Kadhafi est venu sur les pelouses de l'Élysée et monter sa tente face à Sarkozy, ils ont ressenti cela comme une forme d'injure. Eh bien, enfin, il me disait, on va exterminer ces personnes bizarres de M. Muammar Kadhafi qui a des mœurs étranges, bien que pas plus étranges que ceux de Dominique Strauss-Kahn ou Sciences Po. Eh bien, je leur avais dit, il y a à peine 11 ans, Kadhafi était encore en vie. Eh bien, j'ai déclaré une chose, et il me disait, cette personne avec l'accent, elle parle, elle nous raconte des choses bizarres. Mais je leur dis, actuellement, des Français de grandes villes fuient vers les villes moyennes, encore intactes, ou carrément des villages. Vous allez faire sauter ces derniers verrous d'Afrique, mais que vous pouvez détester suivant les mœurs ou ses religions, etc. C'est un bienfaiteur de l'Afrique parce qu'il dispatche énormément de moyens sur le continent africain. Il les bloque là-bas. Et surtout, par ses accords avec l'Italie, c'est un bienfaiteur de l'Europe. Il ne faut pas avoir les visions manichéennes. Et quelqu'un qui représente les idées qu'on peut détester, eh bien, il faut admettre les choses justes. Eh bien, j'ai dit, en 2011, et on a bien rigolé, eh bien, si la Libye saute, dans quelques mois, les villes moyennes de l'Europe occidentale, française par la suite, logiquement, et même les villages savoyards, vous montez là, au-dessus de Aise-sur-Mer, et vous allez vous monter, vous avez carrément le village celte pur, carrément intact, et voilà. C'est ce type de village qui va être submergé progressivement, naturellement. On dit, bah non, jamais. Parce que eux, naturellement, ils ont quitté Nice, certains ont quitté Marseille. C'était ça la politique il y a à peine 10 ans. Et on disait, jamais, bah non, c'est quoi cette idée qu'on nous envoie les Sénégalais ou des Libyens ou je ne sais pas qui encore d'Afrique ou d'Asie dans nos petits villages. Mais là, actuellement, si vous lisez par exemple en France, vous suivez la politique présidentielle, les déclarations de Mme Pécresse, qui elle dit que je vais finalement les dispatcher via... Voilà. Donc, ça a normalisé extrêmement rapidement. Donc, et moi, j'estime, j'ai fini, pourquoi, par exemple, il y avait véritablement cette liberté d'esprit dans l'Europe centrale et orientale. Parce que, exactement pour la même raison que pour l'instant, l'élite combative blanche, on les pousse pour les combattre vers l'Est. Pourquoi, par exemple, il y avait le défilé assez libre des anciens légionnaires de Waffen-SS à Riga. On a râlé. Et il y avait, je veux dire, le consulat israélien râlait à Bruxelles, mais on laissait faire. Hein? Pourquoi posez-vous cette question? Pourquoi les minorités catholiques polonaises, citoyens de Biélorussie, étaient soutenus par les fondations telles Soros ou par la communauté, mais la commission de Bruxelles qui faisait d'authentiques chevaliers croisés contre les Biélorusses. Tandis que dès que les mêmes Polonais de Varsovie disaient vers l'ouest, nous, on veut garder notre famille catholique traditionnelle, là, ils devenaient les parias.
pourquoi contre, par exemple, une sénatrice, c'est très intéressant, une sénatrice française amène il y a 7 mois au Sénat français les députés ukrainiens pro-russes et qui déclarent à la télé de Sénat, c'est une sénatrice, elle s'appelle Madame Nathalie Goulet, qui passe à la télé, elle visite l'Ukraine, invitée par les juifs pro-russes, et elle revient à la télévision du Sénat français au Palais de Luxembourg il y a 7 mois et quelques, c'est-à-dire le 21 juin de 2021. Et elle dit, cette madame sénatrice du centre, Nathalie Goulet, quand je vois que des anciens nazis célébrés qui ont carrément des funérailles nationales, on ne peut se taire. Moi, ce que j'ai vu en Ukraine m'a effrayé. Mais c'est vrai, et je connais ce fait qu'on laisse s'exprimer ces passionnari blancs à l'Est européen parce qu'il y a un adversaire à abattre. Mais quand cette puissance traditionnaliste, pas par la race, mais par l'esprit, par les religions, qui maintient sa verticalité, qui est l'empire russe, on peut l'appeler comme ça, quand elle sera démolie, démembrée, anéantie, on ne prendra pas de gants, exactement comme à la fin de la guerre de Libye en 2012, on a submergé aisément les villes moyennes françaises. Vous suggérez en fait que si la Russie est battue, les pays d'Europe centrale seront même attaqués, vous voulez dire physiquement, militairement, pour qu'on remplace leur gouvernement. Bien sûr, il y a la phrase un drame de Heine qui dit, je peux le traduire comme ça, mort a fait son œuvre, il peut mourir, il peut partir littéralement, mais il peut crever. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on peut le dire clairement comme ça? En fait, politiquement, vous soutenez plutôt la Russie. Alors, dans une perspective à long terme, est-ce qu'on peut le formuler comme ça? On peut dire que préserver ce monde multipolaire, vous préfériez... Je soutiens le monde multipolaire, mais je soutiens surtout... C'est exactement cette idée. On m'a envoyé ce passage de Zemmour face à des journalistes agressifs. Mais vous êtes pour Poutine, admettez-le. Voilà. C'est un sujet important, donc je demandais de la clarté. Voilà. Je soutiens l'union actuellement impossible de l'esprit, des religions, des verticalités traditionnalistes de l'Est et de l'ethnie et la race, un terme interdit en langue française, me semble-t-il, de l'Ouest. Et quand vous allez pouvoir trouver cet accord, l'équilibre, peut-être pas planétaire, mais eurasien, c'est-à-dire depuis l'Écosse jusqu'à Khabarovsk et à la mer du Japon, ça sera possible, éventuellement, s'il n'y aura pas d'action de Chine, etc. Mais je suis pessimiste parce que personnellement, je ne vois pas d'issue. Comme disent mes camarades banquiers suisses, pendant la crise, ne faites rien. Ne bougez pas, ne vendez pas vos actions, votre or, etc. Et votre santé, c'est aussi votre bien. Donc, ne vous engagez pas quelque part, suivant une folie furieuse de ceux qui soudain vous commencent par de défendre l'Occident, tandis que quand on a fait le regroupement familial et instauré les lois de l'avortement quasi en même temps, en 75-76, là, on ne pouvait pas avoir le patriotisme natal, non, non. Mais là, il faut aller mourir, les Européens, pour l'Europe. Là, on veut bien. Donc, lisez un peu ce qu'écrivent vos adversaires. Et c'est extrêmement important. J'ai vu que vous soutenez Éric Zemmour. Oui. C'est une personnalité qui... moi, je suis suisse. Je ne vis pas en France. Oui. Entouré
d'imbécile, systémique. Et c'est sa faille à moyen terme. Parce que quoi que ça arrive maintenant, après ces élections, il existera comme personnage public qui va unir autour de lui une certaine reconquista occidentale, francophone, et il faut qu'il cesse de prêter l'oreille à des crétins systémiques. Vous savez, je m'attaque souvent à des professeurs universitaires et à l'Académie française. Je vous donne un exemple. Il y a une dizaine de jours, on m'a envoyé un passage de Zemmour face à des journalistes, déjà candidats à l'élection, qui parlent de ces conflits de Russie, Ukraine. Il dit cette phrase face à des journalistes, et c'est faux. Mais il commence comme ça. Je lis Madame Carrère d'Ancos. C'est le russiste systémique, président, donc secrétaire perpétuel de l'Académie française. C'est une nullité qui se trompait entièrement sur la chute de l'Union soviétique. Je ne vais pas y entrer. Il dit, je me réfère à Madame Hélène Carrère d'Ancos, et que les Russes sont terribles, et ils ont face à Napoléon Ier, ils ont allé jusqu'à brûler leur capitale. Ce qui est totalement faux. Eh bien, pourquoi c'est faux? Parce qu'en 1812, pendant les campagnes de Russie, Moscou n'est pas du tout capitale de l'Empire russe. Et vous savez, on peut remplir ce salon avec des livres d'historiens vrais, il y a des historiens vrais depuis 1812 qui disent pourquoi Monsieur le comte Rostopchine, qui a laissé, le papa des futures comtesses de Ségur, a laissé brûler les maraudeurs à l'aide de certains gendarmes, cette ville de Moscou. Mais c'est précisément parce que Moscou n'est pas la capitale, il n'a pas d'importance, et que depuis 1713, c'est Saint-Pétersbourg qui est la ville extrêmement compliquée à accès, qui est la capitale, et que et ça fait 99 ans, jusqu'à 1713 et 1812, que Moscou n'est pas du tout capitale de Russie, et qu'elle sera naturellement, elle redeviendra la capitale déjà de Russie soviétique en seulement 1918, c'est-à-dire pendant plus de 2 siècles, Moscou n'est pas la capitale. Et c'est l'anachronisme, et nous vivons carrément dans cette imbécilité permanente, parce que nul n'a dit à ce monsieur Zemmour, nul n'a dit dans son équipe que c'est ce qu'il dit. Il ne fallait pas dire ça, ouais. Et que quelques jours plus tard, à savoir le 8 mars, sur RMC, on m'a renvoyé un autre passage. Il dit, moi j'ai déjà dit, les Russes sont terribles, ils ont brûlé leur capitale. C'est-à-dire, pendant ces quelques jours, nul n'est intervenu. C'est-à-dire, on vit dans une niaiserie totale. Il y a naturellement les énormes ouvrages qui expliquent pourquoi on pouvait brûler la ville de Moscou, parce que précisément ce n'est pas la capitale de Russie, parce que c'est une ville d'importance devenue, une ville d'importance secondaire, et que finalement on peut passer outre et laisser s'installer des Français et je dirais la grande armée, l'Europe entière, et on peut le faire brûler, le faire mijoter, et par la suite le faire pousser en se référant au grand territoire. Mais c'est très important. Et nous avons quand même une élite française, et ça se fait dans toutes les académies, qui sont des crétins, parce qu'il faut qu'on comprenne que cette Madame Carrère d'Ancos, elle sort d'un clan georgien, d'anciens trotskistes. C'est pas parce que dans sa jeunesse, elle était protégée par les familles Bardèche, que c'est pas parce qu'elle porte une veste autrichienne en se baladant à Versailles que c'est une personne
qui a des connaissances parfaites même de ces spécialités. On vit dans une miserie et par la suite, même les candidats qui peuvent éventuellement devenir les sauveurs d'un certain Occident, ils viennent chercher ces fameuses connaissances auprès de ces anciens trotskistes, naturellement. N'oubliez pas que le nom de jeune fille de Madame Hélène Maria Carrère d'Ancos, c'est Madame Zourabichvili, qui est la cousine de Salomé Zourabichvili, qui est un projet de Quai d'Orsay français, qui est actuellement le président de Géorgie, n'est-ce pas? C'est une ancienne diplomate au Quai d'Orsay qui était ambassadrice de France à Tbilissi, que par la suite, il fallait extrêmement rapidement dissuader de son nationalité française parce que les lois géorgiennes interdit en fait que les citoyens étrangers qu'ils deviennent présidents de Géorgie, que par la suite, quand vous tombez, et en fait, il faut que vous sachiez qu'on investit des millions et des millions d'euros dans ces projets de familles Zourabichvili, de pauvres Français, de pauvres gilets jaunes, et comme par exemple une Géorgie qui bloque le passage des Arméniens vers la Russie pendant la guerre récente avec l'entité turque, il faut que vous compreniez que ça sort quand même de Quai d'Orsay. Et quand les personnages tels qu'Éric Zemmour viennent chercher les conseils, les références auprès de ces clans trotskistes qui dissimulent en fait leur malfaisance et leur imbécilité pour dire qu'en 1812, Moscou était capitale de Russie, c'est bête. Et ça prouve qu'il est entouré, en tant que candidat, de crétins arrogants absolus. C'est quelque chose qui m'exaspère aussi. Oui. D'accord. Ok, bah, très bien. Écoutez, Anatoly, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre La race et les lades. Voilà, aux éditions Alba Léon. C'est un plaisir de vous écouter. Nos spectateurs peuvent évidemment commenter l'émission. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt et bonne suite pour votre travail. À bientôt, Daniel Conversano. À bientôt chez le spectateur.